Luc, il est encore là ou Luc ou pas? Il est parti. La réponse était 48. Pour AlphaGo, on avait 48 TPU. Et ensuite, on a amélioré la chose et on est descendu à 4 TPU avec Alpha 0. Vous regarderez, c'est sur Next Impact. Et une chose dont on reparlera, c'est que effectivement, c'est énergivore, mais une chose sur laquelle on a travaillé beaucoup, nous, c'est sur le côté carbone neutral. Donc, cette énergie qui a été dépensée, elle a été aussi renouvelée au passage. Donc j'aurai la discussion avec lui tout à l'heure. Excusez-moi, je photographie la vie par Luc Julien. Vas-y, je vais la mettre sur Instagram, on ne sait jamais, ça peut faire... C'est pas facile de passer derrière lui après qu'il ait parlé de notre techno qui n'existe pas. Mais non, nos voitures qui se prennent des panneaux vous allez être aussi bon, sinon etc. meilleur. Je vous remercie. Mais au moins, j'ai pu répondre à sa question. La semaine dernière, j'étais à la soirée de NetApp et je suis passé avant lui. Donc, je n'ai pas pu répondre à la question qu'il avait aussi posée là-bas. Donc, dans ce sens-là, c'est mieux. On a le droit de réponse. Enfin, bon, en tout cas, j'ai trouvé sa présentation excellente. Effectivement, l'IA n'existe pas, je le crois aussi. Ce qui existe, par contre, c'est le machine learning, qui est donc une discipline de l'IA, qui est ce dont on a parlé, c'est la capacité à apprendre. Et donc l'histoire de Google, on est né d'un maintenant un peu plus de 20 ans, donc c'est les deux geeks que sont Larry et Sergey à gauche. Et depuis 2015, notre algorithme Google.com est, on va dire, fueled, comme on dit, powered, par le machine learning. Dans le sens, aujourd'hui, les décisions d'indexation des pages sur le web se font par RankBrain, que vous pouvez rechercher, c'est la nouvelle génération d'algorithmes, et on n'utilise que ça. Et de manière générale, les derniers points du coup de précision, c'est le fait que vous allez cliquer sur le premier résultat ou sur la première page, on ne les gagne qu'avec du ML. Donc pour nous, il n'y a que le ML qui nous permet de pousser dans les retranchements nos algorithmes. C'est vrai aussi pour le big data, c'est vrai pour l'anti-spam de Gmail, c'est vrai pour Drive. Quand vous cherchez un document, vous affichez le document le plus pertinent. Idem sur YouTube. Donc on ne vit, nous, qu'à travers le ML, c'est ce que dit ici Sundar. Donc c'est un sujet important. Mais je ne vais pas vous parler de big data, d'AI, je vais vous parler de big data justement, si ça vient. Et je vais juste essayer de vous raconter, d'un point de vue technique, quelle a été notre histoire sur le sujet. Comment on a affronté les limites technologiques de l'époque, de stockage, de réseau, de calcul. Et donc ceci en partant de 2002. Et donc on a créé à l'époque quelque chose qui s'appelait Google File System, parce que les file systems de l'époque ne permettaient pas de scaler de façon horizontale, et on n'avait pas les moyens, nous, de scaler de façon verticale. On ne pouvait pas s'acheter les grosses baies NetApp. Je sais que j'ai des amis NetApp qui sont ici. Et donc on a cherché un autre moyen. On prenait plein de petits disques durs, donc de la commodité, on les mettait en réseau et on a voulu créer un système de fichiers horizontal qui permettait de scaler à pas cher. Et de là est né donc ce Google File System. Ensuite, on a eu le problème de... Je parle de l'époque où on faisait que du search, donc on voulait indexer le web. Vous voyez, donc il fallait stocker ce que ramenaient nos crawlers, qui sont les pages, et fallait ensuite computer cette information pour être capable d'indexer un web toujours plus grand, qui était déjà, je pense, peut-être en téraoctets à l'époque au moins. Et donc, il a fallu paralléliser. Et pareil, on n'avait pas les moyens d'acheter un super calculateur chez IBM à cette époque-là. Donc, on s'est dit, on va le faire, on va utiliser nos cellules grises et on va essayer d'inventer un algorithme qui scale lui aussi horizontalement. Et de là est né MapReduce. Et l'histoire de tout ça, c'est que GFS et MapReduce sont les deux papiers qui ont donné naissance à l'implémentation, donc à l'époque c'était Yahoo, de Hadoop. Donc Hadoop est né de GFS et de MapReduce. Et donc Hadoop, c'est ce qu'on utilise, ce qu'on a utilisé en fait entre 2004 et 2015 at scale, et donc l'indexation, le refresh de l'index Google et tout ce qui est crunching de gros volumes de données, c'est fait avec la technologie Hadoop. Ensuite, on a avancé sur d'autres technologies qu'on voit ici sous le nom de Millwheel Dataflow, qui sont les technologies de nouvelle génération. On est à un niveau plus haut. On n'a pas besoin de maintenir une grosse infrastructure Hadoop. On est sur des échelles beaucoup plus hautes et les couches basses sont automatisées. Ensuite, on a eu à gérer des bases de données avec la notion de, pour ceux qui connaissent donc le NoSQL, qu'on a lancé à l'époque de Bigtable, et de l'Eventual Consistency, qu'on utilise derrière beaucoup de nos outils. Donc, au lieu de stocker dans des tables en mode relationnel, on stocke en mode NoSQL. Et c'est là qu'est né Bigtable, et que vous connaissez pour beaucoup pour HBase, qui est né côté open source. Et voilà, je ne vais pas tous les faire, mais l'idée, c'est qu'on a dû affronter des murs, faute de moyens, faute de technologies qui s'adaptaient à notre contexte. Et donc, on a travaillé, fait bosser nos ingénieurs, et on a publié tous ces papiers que vous pouvez trouver sur research.google.com.
Le timing, il est parti à 40 là? Non, je ne sais pas combien de temps je suis. Pareil, un peu plus le temps s'accélère ici. Ouais. Si ça fait 20 minutes que je parle, c'est pas possible. Peut-être 10 minutes, mais bon. Donc je vais plus vite. Et ce que j'essayais de vous dire, ça aussi ça lag, c'est qu'on retrouve à l'étage open source l'implémentation de ces technologies qu'on a créées pour nos besoins. Et on n'a pas pu les fournir en ligne parce qu'on n'avait pas d'offre cloud. Et cette offre cloud est née il y a maintenant 5-6 ans sous le nom de Google Cloud. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver, vous voyez les liens avec les petits traits, ces technologies de façon managée et hébergée chez nous, disponibles à la demande sur notre offre Google Cloud. Et donc, comme vous avez l'équivalent open source, vous pouvez faire tourner l'open source chez vous, ou même chez nous sur notre offre de VM, ou la version complètement managée, donc l'équivalent de Dremel qui est BigQuery, Hadoop c'est Dataproc, etc., etc. Et c'est là, et du fait qu'on a créé Google Cloud, on a trouvé un vecteur de commercialisation. Et c'est pour ça qu'on a pu, du coup, open sourcer massivement toutes ces technologies. Alors, comme je dois aller un peu plus vite, je ne vais pas tous les faire, mais voici la façon dont on aborde les sujets Big Data chez nous. Et la data de façon générale, pour nos besoins. Et on inspire aussi nos clients à utiliser ces méthodes maintenant grâce au cloud, qui donne en fait l'accès à ces mêmes capacités de calcul, de stockage, etc. On dit, dans le doute, stocker. Peut-être qu'on en aura besoin plus tard. Et on disait tout à l'heure, dans le lien entre le big data et le machine learning, fait que voilà, cette donnée-là va servir plus tard. Des logs applicatifs, vous savez, des logs de toutes sortes. On en aura besoin plus tard. Le stockage ne coûte plus rien, donc on stocke et on avise. Ceci dit, si on a la donnée ultra éphémère, on la garde éphémère, bien sûr. On utilise la mémoire quand on a besoin d'accès aux data très rapides. Et donc c'est pour ça que dans les différentes bases de données qu'on utilise, on a aussi des bases de données in-memory. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, on a été bien obligé du fait de notre GFS et de MapReduce déjà dès le début, c'était de découpler la notion de stockage de compute. Donc il est hors de question que les serveurs sur lesquels se trouve la donnée soient ceux sur lesquels on va calculer. Il faut qu'on puisse découpler les deux. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on a travaillé très fort sur les aspects réseau. Il fallait qu'on puisse mettre sur un même switch des milliers de machines. On a travaillé très très fort sur ce sujet-là. Peut-être qu'un autre jour, je vous en parlerai. Et ça nous a permis de vraiment découpler les deux notions et donc de scaler le stockage d'un côté, les capacités de calcul d'un autre. Et ensuite, ainsi de suite. Donc, ne pas avoir peur du pétabyte, être capable de scaler pour aller plus vite, s'il faut aller plus vite, ou de scaler au niveau volume, s'il faut gérer plus de volume. Utiliser un framework unifié. Et voilà, vous voyez, vous avez le temps peut-être de lire d'ici là. De toute façon, je crois qu'on vous les partagera. Il y a aussi la notion de la protection de la donnée. Ça, c'est ce qu'on donne comme conseil, évidemment. Donc, la notion d'avoir un custodian de la donnée. Et de s'assurer que les utilisateurs puissent se concentrer sur la donnée. OK, ça, ce sont nos principes. Le temps a changé. Il a remonté. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est le fait qu'on est passé, par exemple, de Hadoop à Dataflow, ou qu'on ait créé ce fameux BigQuery. L'histoire de BigQuery, c'était, j'en parlais tout à l'heure, c'était en fait nos admins qui avaient des fichiers de log toujours plus gros, qui étaient plus capables de chercher dans les consoles, quand ils ouvraient les logs, de chercher avec les terminaux. Et du coup, ils nous disaient, on va devoir se mettre à requêter nos logs, quoi. Donc, il nous faut la capacité de requêter en SQL nos logs. Donc, il va falloir dumper les logs dans un data warehouse, et c'était là qu'était né Dremel, et aujourd'hui BigQuery qui est, si vous voulez, un cloud de data warehouse. Et l'intérêt d'une techno comme un BigQuery, c'est que vous faites une requête, vous n'avez pas besoin de savoir combien il y a de volume en dessous, s'il faut cruncher 1 Tera ou 1 péta, c'est la même requête, et c'est nous qui scalons derrière. Alors effectivement, ça demande aussi beaucoup d'infrastructures, mais le fait qu'on est capable de répondre en quelques secondes à cette requête change la vie. Parce que du coup, vous n'avez plus des process qui vont mettre 1 demi-heure, 2 heures, etc. Et surtout, la mise en place de ces projets va beaucoup plus vite. Vous avez juste à envoyer la donnée dans le data warehouse et la requêter. Vous n'avez pas à faire tous les autres morceaux du camembert ici, qui est scaler, patcher, industrialiser l'installation, mise à jour, etc., etc. Et ça, c'est une des forces. Et c'est ça que nos ingénieurs utilisent en interne. On n'a plus d'ingénieurs Hadoop, si vous voulez, ou qui gèrent du big data. Ils ne font que de la requête. Et même à Google, c'est quelque chose de commun. Même ceux qui ne sont pas forcément ingénieurs, on leur met en place des dashboards qui vont appeler le BigQuery en interne, dans toutes les équipes. Et donc, voilà, ça c'est un espèce de slide où on retrouve en fait ces différentes technologies, qui est en fait l'anatomie de tout projet big data. On va d'abord capturer en fait l'information, où qu'elle soit. Donc là, je vous donne des exemples d'informations capturables chez nous, mais on peut la capturer évidemment n'importe où dans son SI. Et pour ça, on a des technologies de messaging, comme un CloudPod Sub, qui est une solution qui vous permet d'envoyer des messages à haute dose. Et c'est comme un bus, on va dire un Enterprise Service Bus version cloud.
On va ensuite devoir la stocker et l'affiner. Et donc, c'est des technologies qu'on voit là comme data prep. Donc, c'est souvent ce qu'on fait. Donc, quand on a la donnée à l'état brut, mais dans tous les projets big data, on va devoir se mettre peut-être sur un format donné pour être capable de l'aligner et la comparer à d'autres sources de données. Et souvent, on fait même du real-time. Donc, déjà, cette technologie qu'on utilise en interne, Dataflow, va venir processer. Ça peut être, je sais pas moi, par exemple, même traduire un flux de données, processer de la donnée dans cette première étape avant même analyse. Vous voyez, on utilise même des fois du machine learning à ce niveau-là. Du machine learning pour processer, imaginez des vidéos YouTube qui sont en train d'être uploadées avant même, donc de données non structurées, avant même d'aller la stocker ensuite dans le pivot qui est là pour chez nous, un BigQuery typiquement dont je parlais tout à l'heure, ou un Bigtable qui est du NoSQL. Et enfin, on a besoin d'analyser. Et donc, et souvent, d'ailleurs, on a besoin de le faire le tout de plus en plus en temps réel. C'est-à-dire qu'on va devoir, des fois, analyser de l'information qui a moins de 10 secondes de vie. Donc, du coup, tout ce process à gauche se fait très souvent chez nous en temps réel et utilise des grosses capacités de calcul. Pour tout ce qui est encore batch, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser comme une infrastructure qui est du coup globale. Ce qu'on dit, c'est qu'on a toujours les front-ends qui suivent le soleil et les batchs qui suivent la lune. Dans le sens, on utilise les data centers où il fait nuit pour faire tourner ces batchs et les data centers où il fait jour pour répondre aux utilisateurs. C'est comme ça qu'on voit les pics de charge. Et le fait d'avoir découplé, comme je disais tout à l'heure, les capacités de calcul, les capacités de stockage, nous permet de faire ça de façon encore plus aisée, même à travers plusieurs régions. Et voilà, donc on analyse et enfin, on doit la voir, cette donnée. Et donc, tout ingénieur, data scientist ou même utilisateur métier doit pouvoir se connecter. Et là, on trouve plein de solutions du marché. Nous, on a même une solution qui est Data Studio, qui va permettre de se connecter à un fichier, à une base de données BigQuery ou autre. Et on retrouve du coup toute cette chaîne de commandes qu'on retrouve dans tous les projets Big Data. Voilà, donc ça c'est pour ma partie. De toute façon, après, je pense que j'aurai des questions. Je vais passer la main à Hervé, qui est CTO de Veolia. Merci. Merci Bastien. Merci de m'avoir proposé de t'accompagner aujourd'hui pour cette journée. Et merci à toute l'équipe de l'organisation de l'ITES. Je suis ravi de pouvoir interagir avec vous. Donc je suis Hervé, effectivement, je ne suis pas Olivier, le CTO de Veolia. Et je vais vous parler un petit peu non pas vraiment de technique. Je pense que l'histoire de ces technologies, Bastien vous les a présentées, mais comment un petit peu ça peut se mettre en œuvre en entreprise, dans quel contexte, et un angle d'analyse sur l'histoire qu'on a pu traverser ces dernières années autour de ces sujets data. Et pour ça, je vous propose de remettre ça un petit peu sur un axe temporel. C'est un sujet chez nous, sur la data platform, les réflexions qu'on peut avoir là-dessus, qui s'inscrit pleinement au cœur d'une stratégie complète de l'informatique chez Veolia, qui, vous le voyez, se déclenche sur plusieurs années. Donc oui, objectivement, c'est un temps long. Ce sujet data a émergé et est un des 3 projets qui sous-tend notre stratégie informatique. Le premier, il s'appelle Move to Cloud, et on verra, il y a une liaison avec le sujet data. Le Move to Cloud, c'est une logique une bonne infrastructure dans notre contexte est une infrastructure partagée. Ça, c'est fondamental. Et donc, les infrastructures partagées efficaces aujourd'hui, pour nous, elles sont présentes dans le cloud public. Et donc, c'est ce qu'on utilise massivement. Et quand, fin 2015, avec les directions métiers, qui étaient au début les directions vraiment du cœur des opérations Veolia, autour des services de l'eau, du recyclage et de la valorisation des déchets et d'un certain nombre de services autour de l'énergie qui sont délivrés par Veolia à travers le monde. On a eu cette réflexion autour de la data dans un contexte d'entreprise. Encore une fois, je vais vous partager le mien. Après, il résonnera ou il inspirera des analogies avec le vôtre. C'est un contexte mondial extrêmement décentralisé en termes d'opération, parce que nos cœurs de métier sont des métiers de proximité, que ce soit pour nos clients municipaux ou nos clients industriels. Et donc ça se traduit en fait par une entreprise qui a plus de 10 000 usines de traitement des eaux usées, de production d'eau potable, de démantèlement de déchets électroniques, par exemple, ou de tri et de valorisation de déchets municipaux.
10 000 usines, vous imaginez bien qu'il y a un potentiel de données qui est forte, et en même temps il y a une contrainte très très forte de par cette très forte densité dans les territoires. Il ne semblait pas du tout vertueux et pas abordable par rapport à nos business models de démultiplier les systèmes physiques à l'échelle des usines. Il fallait donc trouver une approche du traitement de la donnée parce que il y a une valeur potentielle pour nous dans nos opérations et c'était vraiment le premier driver. On verra que depuis 2016 et les premières exécutions, on a étendu le champ d'action de cette data platform sur des choses plus orientées sur les fonctions support, les données financières, les données d'achat, peut-être demain les données RH, mais j'en suis pas convaincu. Mais au moins sur un certain nombre de fonctions support. Et donc, le point d'entrée, c'était l'infrastructure partagée. Qu'est-ce qui est disponible? Alors, bonne nouvelle pour les entreprises, il y a plein de solutions orientées data sur l'infrastructure partagée. Et on va voir un petit peu en quoi les solutions, les technologies industrialisées par Google qu'a présenté Bastien rentrent bien en adéquation avec nos exigences et nos attentes, qui sont très orientées aussi sur l'impact environnemental de nos activités IT, comme ça a été abordé dans la session précédente. Effectivement, pour faire du calcul, il faut de l'énergie. Et il faut aussi des matériaux. Et des fois, il faut beaucoup d'énergie. Et le sujet data, alors les entrepôts de données, on appelait ça, on appelle toujours ça, il n'y aurait pas de raison de changer de nom, fondamentalement, qui vont servir ensuite à différents types d'analyses, d'algorithmes, plus ou moins intelligents, ou augmentés, ou assistés, nécessite pas mal de puissance, et c'est une source traditionnelle, et c'est pas un reproche, c'est une observation, une source traditionnelle de gaspillage dans les entreprises. Parce qu'il faut toujours être en surcapacité, parce que c'est extrêmement dur d'avoir une boule de cristal sur ce qu'il va falloir stocker, ce qu'il va falloir traiter, ce qu'il va falloir analyser. Donc en fait, l'IT se retrouve facilement sur le chemin critique, soit parce que il est en sous-capacité et donc il se met à dire non et à créer du délai et donc de l'insatisfaction, soit il est en surcapacité et éventuellement il a l'équipe du CFO qui peut lui reprocher d'avoir des capacités non utilisées et d'avoir mal dimensionné ses infrastructures. Et puis un autre phénomène classique, notamment très sensible autour de la data, c'est que quand ça se met à bien fonctionner au sens où ça résout des problèmes métiers, ça dégage de la valeur, il y a de plus en plus de cas d'usage, il y a de plus en plus de demandes. Et que si on part sur une logique d'infrastructure traditionnelle, eh bien mécaniquement, c'est un schéma qui se reproduit à l'infini, mécaniquement, vos équipes vont passer beaucoup plus de temps à s'occuper des infrastructures que s'occuper du sujet de la valeur de la data. Parce que c'est ça qui va devenir le problème numéro 1. Donc voilà un petit peu ce qui a guidé notre choix et notre démarrage en 2016 autour de la data. Alors où est-ce qu'on en est un petit peu aujourd'hui ? On va dire que si on se prend un petit peu ces 5 blocs qui peuvent être vus comme un chemin de progrès ou de création de valeur, et encore une fois, ça dépend des contextes d'usage et des entreprises. Aujourd'hui, on est vraiment entre... On a des patterns d'usage qui sont vraiment au niveau 2 et d'autres qui sont déjà dans le business optimization. On ne sait pas encore si on a vocation et si ça fait sens pour notre entreprise d'aller au-delà, mais on ne s'interdit rien. C'est assez intéressant. Sur un démarrage, on va dire, d'une coquille vide en 2016. Donc ça aussi, ça faisait partie des contraintes. Coquille vide sans investissement. Alors, des exemples de cas d'usage pour vous situer un petit peu sur le niveau de maturité et d'usage qu'on peut avoir. Il y a un sujet que j'aime bien, qui est très opérationnel, qui est basé sur cette plateforme data, qui est l'efficacité énergétique de nos usines de traitement des eaux. Il y a plus de 800 déploiements en usine à date. Et c'est intéressant parce que ça fera le raccord, je pense, avec le sujet d'architecture sur lequel je terminerai. On est sur une architecture de paiement à l'usage. On va considérer, et je pense qu'il y a un certain nombre de géants du cloud dans la salle. Il y a Bastien qui représente Google, j'ai croisé Alibaba et Amazon ce matin. Une chose est sûre, ce ne sont pas des ONG. Donc quand Google ou Amazon ou Alibaba me facturent l'usage d'un service,
quand je suis en paiement à l'usage, parce que je traite de la data, je la stocke, je l'analyse, je la triture, c'est parce que ça a un coût. Et donc si je prends ce parallèle avec cet usage dans l'efficacité énergétique des usines de traitement des eaux, ça permet d'avoir une analyse systémique et de l'efficacité de la solution et de son impact environnemental. Puisqu'en fait, je vais comparer, entre guillemets, un coût énergétique et un impact environnemental à un autre. Et donc ça, c'est intéressant et c'est assez satisfaisant de voir que 800 usines tournent pour quelques centaines d'euros de consommation numérique par mois, tout en apportant X milliers d'euros de valeur. Donc on peut voir ça d'un point de vue purement financier, mais on peut le voir aussi sur le sujet de l'impact environnemental de nos activités. Et puis on a des sujets de traitement d'image, on a la chance de gérer dans nos activités opérationnelles des millions de compteurs, et je vous assure qu'ils ne sont pas tous connectés, loin de là, dans le monde. Et donc on a énormément de photos de compteurs. Donc effectivement, on a un atout, c'est sur l'apprentissage de la reconnaissance de caractère et d'une forme d'automatisation, d'améliorer l'expérience client et d'essayer de faire ça avec la meilleure frugalité possible en termes justement d'efficacité numérique. C'est un exemple. On a aussi énormément de photos de déchets. Et donc on travaille, c'est encore des sujets de recherche aujourd'hui, il y a quelques usines opérationnelles, mais on travaille sur la reconnaissance et du tri automatisé. D'abord pour diminuer la pénibilité du travail des opérateurs, mais aussi pour encore améliorer la filière du recyclage et de la valorisation, qui est un sujet qui résonne de plus en plus dans nos sociétés aujourd'hui. Donc voilà un exemple d'usage data. Alors un petit peu, si on commence par soulever le capot, une vision un petit peu fonctionnelle que je partage avec vous, pas pour rentrer dans le détail, mais voilà, nous on l'a appelé ASAP, ce qui nous permet d'avoir un vocabulaire qui marche à la fois en anglais et en français. Donc je crois qu'il n'y a pas de copyright, vous pouvez le piquer si vous voulez, d'acquisition, de stockage, d'analyse et de publication. Donc ça marche dans les deux langues, ce qui permet de couvrir chez Veolia, on va dire à peu près la planète entière à peu de choses près. Voilà comment ça se passe, voilà comment on est organisé. Et si on soulève vraiment le capot pour regarder les composants technologiques mis en œuvre, je ne vais pas non plus les détailler un par un, mais c'est plus pour vous illustrer ce qui a guidé notre réflexion en 2015, avant de prendre la décision de partir sur les technologies proposées par Google Cloud Platform. On voulait vraiment assembler des services managés. On ne voulait pas avoir de serveurs, même si on sait qu'il y en a des centaines, des milliers derrière ça. On voulait se concentrer sur l'assemblage de services managés, notamment parce qu'ils sont dans un pur paiement à l'usage. Et ça nous permet de mieux piloter notre impact. Ça permet d'offrir quelque chose dont l'entreprise a de plus en plus besoin aujourd'hui. C'est de la flexibilité. On peut arrêter d'utiliser si pour des raisons X ou Y, l'entreprise doit réduire la voilure. Il n'y aura pas d'impact. Le seul impact, c'est que la facture passera à zéro. Donc ça, cette flexibilité, elle est fondamentale. On cherchait de la fluidité. Donc on cherchait des caractéristiques assez classiques dans notre métier, de rapidité, de mise en œuvre. Ça a été au rendez-vous. De sécurité, de flexibilité, j'en ai parlé, et de fiabilité. Et là aussi, au niveau fiabilité, on est plutôt content. On est sur des volumes modestes, hein. Vous l'avez peut-être vu sur un slide précédent, on doit être à 70 Tera en termes de stockage, mais on a beaucoup d'enregistrements. Ça représente aujourd'hui plus de 300 milliards, presque 350 milliards d'enregistrements, et ce n'est que le début. Mais on rentre aussi dans une boucle de frugalité où on ne va pas tout garder ad vitam aeternam, parce qu'effectivement, il y a des enregistrements opérationnels qui, après un certain nombre de mois ou d'années, ne servent plus à rien. On les supprimera. Et là aussi, dans une logique d'entrepôt de données où il n'y a pas de stockage inutile, c'est un stockage efficace. Donc ça nous parle énormément. Et pour conclure, effectivement, ça doit s'inscrire comme sur notre logique Move to Cloud, Data for Business, et puis sur le Digital Workplace qu'on appelle SATAWAD, dans une logique de sobriété numérique où la frugalité et le partage doivent régner, parce qu'il y a un vrai enjeu. Le numérique peut être très utile à date sur le traitement des enjeux environnementaux. Si on peut faire une analyse systémique de rapport coût-valeur, effort-résultat, là, les architectures de services managés en paiement à l'usage nous aident à simplifier
le modèle de cette analyse systémique. C'est quelque chose qui nous fait gagner en rapidité aussi. Des architectures partagées, des infrastructures, effectivement j'en ai parlé, d'assemblage, des architectures d'assemblage de services managés sur des infrastructures partagées. Et puis, ça donne aussi beaucoup de transparence sur l'usage. Donc on l'a vu, si on prend les grands chiffres de notre situation après 3 ans d'usage, de déploiement en environnement opérationnel, industriel dans un premier temps, et maintenant aussi sur des sujets plus orientés fonction support, on doit être à plus de 120 000 requêtes par mois, ce qui est conséquent pour nous sur ces plus de 300 milliards d'enregistrements. Il y a une facilité d'utilisation qui est clé aussi. Ça a été un élément important de choix technologique. Effectivement, avec BigQuery, on peut très très facilement accompagner les métiers sur un usage direct et autonome. J'avais une discussion ce midi avec quelqu'un sur l'autonomie des métiers, sur un autre sujet, mais c'est quelque chose de fondamental. Et ce qui permet aussi, pour nous, pour la communauté IT de l'entreprise, d'être le bon partenaire numérique de l'entreprise, d'être l'entour de table et d'accompagner les métiers, et non pas de bloquer ou de créer du délai. Donc voilà le retour d'expérience. Je vous remercie et je crois qu'on a un petit peu de temps pour les interactions avec Bastien qui va me rejoindre. Alors messieurs, comment synthétiser autant d'informations? Je commençais par la partie Google. Donc on sent bien que historiquement vous êtes Big Data centric, Big Data by design, c'est votre ADN, mais qu'aujourd'hui vous êtes un acteur important et de plus en plus important sur l'infrastructure et le machine learning. Ce que j'ai bien aimé, c'est focus on insight and not on infrastructure. Donc ce qui a été d'ailleurs repris plus ou moins par Hervé, qui dit mécaniquement les équipes s'occupent davantage de l'infra que de la valeur et de la data. Donc du coup, travailler ensemble, ça fait du sens, quoi. Ça permet de déplacer le curseur. Le fait d'avoir mis toutes ces données dans le cloud, pour Veolia, c'est un espèce de stockage central sur lequel toutes les applications du groupe viennent puiser. Et que tout ça s'inscrit en plus, et c'est pas le moindre, dans une démarche d'informatique frugale qui m'est chère. Alors, les questions, je ne sais pas si c'est parce que l'on arrive vers la fin de l'après-midi, mais il y en a une. Alors, je la livre, moi, c'est une question de 06 1 2 3 4 5 6. Voilà. Google Search ne remonte pas plus de 10 résultats sur mobile, ils sont tous commerciaux. Où est le big data et le machine learning là-dedans? J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Google Search, quoi? Mais il n'arrive pas à la poser. Ne remonte pas plus de 10 résultats sur mobile, tous commerciaux. Où est le big data et le machine learning? On sent un petit peu le Google bashing là, sur cette question-là. J'ai pas compris la question. Il ne remonte pas plus de 10 résultats sur le mobile. Et ils sont tous commerciaux. Il y a quand même un bouton page suivante, à ma connaissance. Bon. Et donc, voilà, je suis désolé, c'est pas l'expérience que j'ai. Alors, deuxième question. Personne vient me montrer son téléphone. Deuxième question, elle est plus pour Hervé. Donc, stratégie, cloud, data centerless, cloud first, tout est first chez vous. Et la sécurité, est-ce qu'elle est first aussi? Et la sécurité, la confidentialité, vous manipulez des données sensibles, de la propriété intellectuelle, comment tout ça est-il harmonisé dans le cloud public? Alors, je dirais de manière assez... rien de nouveau dans notre métier. On doit d'abord respecter les réglementations en vigueur, comme toutes les entreprises. Assurer la meilleure sécurité possible au sens du cyber-risque par rapport aux données, aux applications, aux identités numériques de nos collaborateurs. Tout ça passe par des logiques de progrès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le progrès. La solution parfaite, si elle existait, je pense qu'on aurait tous la même et que peut-être cet événement n'existerait pas. Donc là, c'est bien, on échange. Il y a des différentes initiatives qui sont menées, des retours d'expérience sur différents sujets. On s'est lancé depuis un certain nombre d'années, comme vous l'avez vu, massivement sur les usages, tout type d'usage du cloud computing, infrastructure, plateforme et software as a service.
On a progressé dans nos niveaux d'exigence. Les fournisseurs nous font progresser également. Google fait partie de ces fournisseurs qui nous font progresser. Et on essaye d'adresser au mieux, dans cette logique de progrès, toute la chaîne. Et donc cette chaîne, j'aime bien la schématiser sur 4 grands blocs. La chaîne de l'identité numérique de nos collaborateurs et de tous les services qui vont autour de ça. Authentification forte, information sur les points de connexion, etc. Tout ce qui va être l'expérience utilisateur et le pilotage de son identité. Ces objets d'accès. Là aussi, les technologies d'aujourd'hui permettent de faire des progrès sur les objets d'accès et la sécurité. Est-ce que le device est compromis? Est-ce qu'on va lui ouvrir la porte? Et si oui, pour quel type de service numérique? Et pas forcément pour tous, suivant la nature de l'objet d'accès du collaborateur, une fois qu'on s'est assuré qu'on connaissait bien, qu'on était à peu près sûr de son identité qu'il prétendait porter. Sur le transport, là c'est vraiment quelque chose de très transversal, le transport de la donnée, etc. Rien n'est infaillible, ça s'est vu il y a quelques années avec les sujets HTTPS, etc. Mais il y a quand même un niveau de standardisation et d'industrialisation qui est bon. Et puis ensuite, il y a vraiment les services numériques, les applications, on va dire, au sens large. Et là aussi, il y a de belles innovations dans le cloud qui permettent de traiter à l'échelle des choses qui n'étaient pas possibles avant, sur une forme on appelle ça le context-aware access, qui combine un certain nombre de critères et qui va autoriser ou pas, suivant l'individu, son objet d'accès, le réseau qu'il utilise pour accéder aux services numériques, qui va ouvrir la porte ou pas. Et ça fonctionne bien. Et puis pour finir, je dirais que, toujours dans cette logique de progrès, il y a des bonnes pratiques qui sont des audits sous toutes leurs formes, Red Team, audits traditionnels, etc. Je peux vous assurer que depuis 2015, chez nous, les résultats sont bien meilleurs qu'avant. Je n'ai pas dit qu'ils étaient parfaits, j'ai dit qu'ils étaient bien meilleurs. Courbe de progrès. Je propose de terminer sur cette note très positive et de remercier nos invités. Merci à vous. Merci, Bastien. Merci donc à Hervé Dumas et Bastien Legras.